Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec mon camarade Stéphane Vrignot, on va revenir sur l'actualité de la Formule 1. Salut Stéphane, en forme? Salut Gilles, oui, je suis en forme et toi après ce beau Grand Prix? Eh ben, c'était impeccable, effectivement, tout va très très bien. On va revenir évidemment sur ce Grand Prix de Catalogne avec un Lewis Hamilton plus fort que jamais, avec un point d'interrogation. C'est la question qu'on va se poser avec Stéphane aujourd'hui. On se posera aussi une deuxième question durant cette émission, c'est comment Red Bull arrive à perdre alors que tout semble aligné pour que Max Verstappen s'impose. Et puis, dans le troisième acte de cette émission, on reviendra sur les Bleus, hein, soit Alpine et les Français, qui sont un petit peu passés à côté de ce Grand Prix d'Espagne. On va y revenir. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on débute les fous du volant aujourd'hui avec donc une question. Lewis Hamilton est-il plus fort que jamais? On va remettre dans le contexte, si tu le veux bien rapidement. Samedi, le Britannique a signé la centième pole position de sa carrière. Oui, 100, 100, 100, 1-0 et 2, 1-0-0, pardon. Pour le faire, c'est même incroyable. Voilà. Et dimanche, pour couronner le tout, il est allé chercher sa 98e victoire en Grand Prix. Alors, finalement, la question, elle est venue naturellement. On a le sentiment qu'il est de plus en plus fort. Et Stéphane, on va rentrer tout de suite peut-être dans le vif du sujet, parce que, effectivement, 4 Grands Prix disputés cette année, et il n'a jamais fait un aussi bon début de saison que cette année. Oui, alors si on regarde depuis 2018, il y a une progression, 70 points, 86, 88 et 94 cette année. C'est d'un point de vue statistique son meilleur début de saison. Je n'oublie pas quand même qu'il avait amassé 93 points sur les 4 premiers Grands Prix de 2015 et qu'à cette époque, il n'y avait pas le point bonus du meilleur tour en course. Il en avait fait 2 meilleurs tours en course sur les 4 premiers Grands Prix. Donc, dans le barème d'aujourd'hui, il aura 95 points. Mais oui, c'est le meilleur Lewis Hamilton qu'on ait jamais eu, ou en tous les cas qu'on a connu une fois. Et là, en plus, il a un adversaire particulièrement coriace. C'est ça. Alors, on va revenir sur la prestation de Lewis Hamilton avec donc la pole position, on l'a dit samedi, et pourtant, au départ, c'est pas lui qui a été le meilleur, hein. Il se fait brûler la politesse par Max Verstappen, qui était pourtant du côté sale de la piste. On sait qu'en Catalogne, c'est très important. Et puis, ben, il fait pas un très très bel un très très bel arrachage, hein. Sur les premiers mètres de course, on voit que Verstappen est un peu mieux. Et puis derrière, il a été quand même assez malin parce que Verstappen a été quand même très incisif sur sa manœuvre de dépassement au premier virage. Oui, et en fait, très rapidement, il a décidé de ne pas s'embarquer dans une bagarre qui pourrait faire des dégâts. Il a dit, bon, à la sortie du premier virage, j'ai shifté, je me suis mis en mode on pense différemment et maintenant on fait la course par l'arrière. Mais il a dit une chose très importante, il a dit sur ce seul virage, j'en ai appris plus sur Max Verstappen que sur tous les autres Grands Prix réunis que j'avais courus. Et c'est un petit peu normal parce qu'en 2016, quand Verstappen avait fait polémique sur ses freinages, sur ses changements de ligne qui étaient dangereux, on se souvient de Spa par exemple, lui, il n'était pas impliqué dans cette histoire. Et il avait même été un petit peu assez neutre par rapport à ça. Il n'avait pas voulu prendre position. Il avait presque dit qu'il fallait laisser faire Max Verstappen. Là, il est au cœur du sujet. Les deux voitures ont failli entrer en contact et s'il ne cédait pas, les deux voitures allaient dans le décor, ce qui était déjà arrivé entre Mercedes en 2016. Oui, c'est ça. 2016, c'est l'année justement de l'affrontement avec Nico Rosberg. Ça tombe bien parce que je voulais justement revenir, hein, sur le fait que, et il fait le meilleur début de saison de sa carrière, et en même temps, effectivement, il laisse un petit peu passer Verstappen, ou en tout cas, il ne va pas jusqu'au contact. La grosse différence entre cette année et 2016, bah, c'est qu'en 2016, il partageait les points avec son coéquipier, qui était Nico Rosberg, et qui avait remporté les 4 premiers Grands Prix, hein, de, de la saison. Moi, je trouve que Lewis Hamilton, il a franchi encore un cap, j'ai le sentiment, en termes de maturité. Il a bien compris que ça ne se passait pas au premier virage et qu'effectivement, après ce premier virage, il y avait encore 65 tours,8 à faire et qu'il y aurait le temps de finalement d'inverser la tendance. Euh,
Et j'ai quand même le sentiment que c'est parce qu'il est challengé en ce moment et très très fort par Max Verstappen qu'il atteint une sorte de degré de zénitude. L'an passé, je ne sais pas si tu te souviens, on l'entendait souvent se plaindre à la radio. Et les pneus, ça allait pas. Et est-ce que vous êtes sûr de votre stratégie? Et en fait, je pense qu'il faisait ça parce qu'il s'ennuyait dans la voiture. Il dominait tellement que ça lui laissait le temps finalement de penser à autre chose. Là, il sait de toute façon, au moment où les feux s'éteignent, qu'il va être en dehors de sa zone de confort, qu'il va être obligé de tirer plus que ce que la voiture elle-même peut lui donner. Et en fait, non seulement ça l'oblige à se concentrer totalement sur ce qu'il fait, mais en plus, je pense qu'il y va en tirant un plaisir encore décuplé par la situation parce que vraiment, tout dépend de lui. Il n'y a rien de mieux pour un compétiteur finalement d'avoir conscience qu'il faut absolument tout donner et même plus pour aller chercher la victoire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ce que je vois, c'est qu'il a 36 ans, qu'il a développé une forme de maturité. Il est plus conservateur, il a un instinct de conservation, c'est net. Et je l'ai déjà dit, il ne veut pas aller au clash avec Verstappen, alors que en 2014, 2015 et 2016, avec Il y allait. Rosberg, ça avait frotté, et plus d'une fois. Et peut-être la nouveauté cette année par rapport aux années précédentes, c'est qu'il nous propose plusieurs Lewis Hamilton dans une même course. C'est-à-dire très prudent sur le premier tour. Il dit OK, j'ai compris, l'autre a envie de se jeter devant moi, je le laisse faire et puis je fais ma course derrière. On va bien voir ce qui va se passer. Il a bien insisté, il a dit une course, c'est très très long, c'est pas le premier tour. Ça serait trop bête de penser comme ça. Et puis, on lui a dit, mais vous savez, en fait, si j'en suis là, encore en tête du championnat, année après année, c'est que justement, ben, je ne vais pas à la bagarre quand c'est inutile. Je vois maintenant les situations à long terme. Ma position à l'arrivée d'une course, il peut se passer plein de choses et il y a plein d'opportunités de se refaire. Et il ne pensait peut-être pas si bien dire parce qu'avant le début de cette course, il savait que Mercedes a des ressources en termes de stratégie, mais il ignorait à quel point. Oui, alors justement, on a beaucoup parlé de stratégie hein, et finalement de la modification des plans chez Mercedes en passant à deux arrêts et donc en permettant à Lewis Hamilton eh bien, finalement de prendre un avantage décisif parce qu'on voyait bien qu'il butait derrière Max Verstappen, un petit peu comme le Néerlandais l'avait fait la semaine passée à Portimao. Et on a mis finalement cette victoire sur le compte de la cellule stratégique de Mercedes, dirigée par James Wolfe. Je trouve que c'est un petit peu oublié que en fait, la stratégie, elle dépend aussi de ce que le pilote vous permet de choisir en termes de stratégiste, dans le sens où on entend tout le temps dire qu'aujourd'hui, avec les Formule 1 modernes, on ne peut plus suivre son adversaire de près, que de toute façon, techniquement, c'est impossible. Bah oui, bah Hamilton, il l'a fait pendant plusieurs tours en mettant la pression sur Max Verstappen. Et finalement, c'est Hamilton qui permet l'option stratégique de Mercedes bah, de faire un deuxième arrêt, d'être plus rapide et d'aller chercher la victoire. La stratégie, elle est possible avec Hamilton, elle n'aurait pas été possible avec Bottas. Mais Gilles, tu as quand même vu la différence entre deux dimanches, l'un sur l'autre, de l'un à l'autre, à Portimao et à Montmelo. Portimao, il y a une grande courbe qui permet de passer à une grande vitesse et de pouvoir fructifier le DRS. Et à Montmelo, dimanche, sur le deuxième relais, Hamilton a buté 4 fois au DRS sur Verstappen. Il n'arrivait pas à le rattraper comme il pouvait le rattraper. Il l'avait gobé vraiment au Portugal. Et là, c'était no way. Et c'est pour ça il a accepté de changer son fusil d'épaule et de penser différemment, même à contre-pied. Alors, tu parlais de la stratégie. Moi, je pense que chez Mercedes, on a des stratèges qui sont meilleurs que jamais. C'est des gens maintenant qui ont accumulé une expérience extraordinaire, qui se servent du passé. Et dans ce passé, il y avait le Grand Prix d'Hongrie 2019 où il avait fait le coup à Verstappen. Et là où Hamilton quand même est meilleur, c'est que je trouve qu'il a surperformé parce que sur les plans, en fait, les calculs de Mercedes, eh bien Hamilton devait rattraper Verstappen dans l'avant-dernier tour. Il l'a rattrapé, il l'a doublé 6 tours avant. Donc, ça fait quand même une différence. Donc, tu lui donnes un plan et il le dépasse. Il dépasse les attentes. Alors, moi, ça me rappelle les années Schumacher, Ferrari, vraiment Je avec suis bien Braun, avec d'accord. des stratégies géniales, à une différence près très importante, c'est que Schumacher, en fait, faisait des coups comme ça
en partant devant, c'est-à-dire en faisant le lièvre, type Grand Prix de France 2004, où il rajoutait un arrêt à son plan, un arrêt plus court, parce qu'il fallait mettre aussi de l'essence dans le réservoir à l'époque, ce qui lui permettait en fait, s'il suivait le leader, de ressortir juste devant, et comme étant plus léger, avec des pneus dans lesquels il pouvait taper plus facilement, ben, il se chargeait de se construire une avance pour pouvoir ensuite s'arrêter une fois supplémentaire et retomber sur ses pieds et ressortir devant. Donc, c'est deux choses différentes et c'est ça qui est incroyable, c'est que chez Mercedes et dans l'esprit d'Hamilton aussi, on accepte de partir de derrière pour revenir plus fort au dernier moment. C'est vraiment génial. Et Hamilton a dit, moi j'ai réfléchi à 2 fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Est-ce que ça va marcher? Et il s'est jeté dedans. Il a eu raison. Il a eu raison, mais j'en reviens à ce que je disais, hein, l'année dernière, quand il n'était pas d'accord avec un plan, on l'entendait argumenter avec Bono, son ingénieur de piste. Et pour l'instant, cette saison, on ne l'a pas du tout entendu contester. Je pense qu'il est suffisamment occupé au volant et je pense qu'il prend encore plus de plaisir que l'année dernière. Alors, on verra si ça le conduira à une huitième couronne, mais à regarder, il faut bien avouer que c'est quand même assez exceptionnel. Alors, moi, j'ajouterai une petite chose. Au départ, il y a eu le premier instant zen, il y a eu le deuxième instant zen quand il a rattrapé Bottas. Lorsque Toto Wolff a fait passer le message 2 fois à la radio de Bottas en disant Lewis Hamilton arrive derrière, et après, c'est ne bloque pas Lewis Hamilton, ben, Bottas, il a bloqué Hamilton jusqu'au 10e tour, jusqu'au 10e virage, pardon, jusqu'au freinage où là, ils étaient mais vraiment roue dans roue. Et Bottas a dit, mais moi, je faisais ma course et je n'avais pas à m'occuper de lui. C'était peut-être un peu chaud quand même d'ailleurs. Mais sur ces passages où Hamilton a cherché l'ouverture, on a compris tout de suite que lui, il voyait Bottas comme un adversaire comme les autres, on va dire, et qu'il fallait être patient. Et c'est là aussi où ça a un petit peu changé. Et puis, il n'y a pas eu un petit coup de radio derrière parce que là, c'est pareil. C'était le prochain objectif, c'était Verstappen. Il n'avait pas d'énergie à perdre là-dessus. Exactement. Et il n'a pas eu une petite phrase non plus à l'arrivée. Donc, c'est que de l'énergie positive, je dirais. Et ça, c'est peut-être aussi un petit peu nouveau. Tu as insisté sur le rôle de la radio. Il grognait pas mal l'an dernier, surtout quand il était sur la défensive. Il posait la question de la crédibilité des stratégies. Là, c'est plus du tout le cas. Il y va. Les gars, ils ferment les yeux. Bono, il le connaît depuis son arrivée chez Mercedes. Il fait confiance aussi à James Wolfe, le stratège. Donc, il y va les yeux fermés, quoi. Ils foncent en toute confiance et c'est ça qui est génial et c'est ce qui permet en fait des instants de grâce comme ça, vraiment, quoi. Exactement, ouais, instant de grâce. Mais c'est un peu le sentiment qu'on a eu là, cette vraiment osmose entre le pilote, évidemment, sa machine, l'équipe technique derrière, les stratégistes. C'était vraiment un moment effectivement de plénitude, hein, je pense, pour l'équipe Mercedes, pour Toto Wolff et ses hommes. Et même si ça aboutit finalement à un résultat auquel on pouvait s'attendre, le scénario a quand même été vraiment intéressant. Alors justement, si Mercedes et Lewis Hamilton ont réussi à inverser la tendance qui leur a été défavorable à un moment dans ce Grand Prix en Espagne, il a bien fallu que quelqu'un la perde, cette victoire. Et il faut bien reconnaître que après le premier virage, superbe envol de Max Verstappen, qui arrive à s'imposer à Lewis Hamilton au premier virage, et derrière, ça leur échappe parce que la stratégie est pas optimale et laisse finalement une opportunité à l'adversaire. Et Verstappen prend la deuxième place, comme il est deuxième du championnat, désormais à 14 points de Lewis Hamilton. Et je me suis plié au même calcul que toi, Stéphane, hein, sur le nombre de points marqués après 4 grands prix par Max Verstappen. Et figure-toi que c'est comme Lewis Hamilton, Max Verstappen est en train de faire en ce moment le meilleur début de saison de toute sa carrière. Alors, il avait débuté en 2015 chez Toro Rosso, 6 petits points. Ensuite, en 2016, 13 points. 2017, 35. Petit accident en 2018, seulement 18 points. Et puis ensuite, 2019, 2020, 51 et 52 points. Ça commence à devenir quand même plus sérieux. Et cette année, 80 points. 80 points, hein, par rapport aux 52 de l'année dernière. Il a franchi un cap, lui aussi, mais pour l'instant, ça ne suffit toujours pas, malgré ce total qui est le plus élevé, largement le plus élevé de sa carrière. Ça ne marche pas. Et sur les statistiques, Stéphane, tous les chiffres sont au vert pour Max Verstappen. On va parler des tours menés
en course. Hein. Après ces 4 premiers Grands Prix de la saison, c'est pareil. Oui, et c'est même peut-être ça qui est le plus frappant. Moi, c'est ce qui m'a vraiment interpellé. J'ai regardé 144 tours en tête pour Verstappen, 75 pour Hamilton. Il n'y Du a pas, simple il au y a pas double. photo. Du Voilà. simple au double, quasiment. Hein. Oui, alors on se dit, mais là, Verstappen doit être leader du championnat et on ne comprend pas comment est-ce que cette situation se retourne. Bottas avait fait 19 tours en tête au Portugal et puis Perez aussi avait été laissé longtemps devant. Mais bon, bah, il se détache incontestablement, donc il fait le job. Alors à partir de là, on se dit, mais comment est-ce que ces situations qui sont bien embarquées, finalement, tournent mal à chaque fois pour Red Bull et Verstappen? Surtout que sur les phases de départ, c'est lui aussi qui prend l'avantage. Là aussi, là non plus, pardon, les chiffres ne laissent pas de doute. Ah ben, il est en état, mais de surperformance. On a regardé en fait sa position à la fin du premier tour par rapport à sa position de grille sur les 4 premières courses à la fin du premier tour. Et il en ressort qu'en 4 Grands Prix, ben, finalement, Verstappen a un gain de 3 places. Là, il en avait gagné 2 à Imola, par exemple. Bon, c'est quelqu'un qui sert vraiment le jeu. L'année dernière, c'était déjà le cas. Et puis, on voit qu'Hamilton, sur les 4 premiers Grands Prix, il a perdu 2 places. Il a un solde négatif. Bottas, c'est moins 4 places. Et Perez, il est à ISO, il est à 0. Mais là aussi, dans un environnement extrêmement concurrentiel, quand il démarre, il a systématiquement des Mercedes autour de lui. Je ne sais pas comment il fait, mais là, il arrive à gagner des positions. C'est juste incroyable. Exactement. Alors, pour te dire un petit peu mon sentiment à moi, après coup, ce qui est toujours un peu plus facile à analyser, je pense qu'en fait, ils avaient perdu avant même le départ du côté de Red Bull parce que, alors, encore une fois, sans vouloir jouer ce que Enzo Ferrari appelait les ingénieurs du lundi, hein. C'est comme ça qu'il appelait les journalistes. Donc du mardi pour nous, hein, Gilles, il Voilà, faut qu'on oui. s'adapte. Moi, j'ai été un petit peu surpris du parti pris de Red Bull. On les avait vus finalement dans la quasi-impossibilité de dépasser les Mercedes dans la ligne droite à Portimao. Euh, et ils sont arrivés à Barcelone avec une voiture qui était beaucoup plus légère en aéro, justement pour gagner des kilomètres-heure en vitesse de pointe et pour pouvoir dépasser au bout de la ligne droite du circuit de Montmelo, qui est elle aussi assez longue. Et en même temps, ils ont choisi une stratégie dans laquelle ils ne faisaient qu'un seul changement de pneumatique sur l'ensemble du Grand Prix. Mais les deux contraintes sont antinomiques parce que on sait que quand on met moins d'appui sur une Formule 1, on abîme plus les pneus, tout simplement parce que bah, forcément, si vous mettez moins d'appui sur la voiture, les pneus glissent un peu et donc s'usent un peu plus vite au fur et à mesure d'un relais. Donc, si vous choisissez d'alléger la voiture, il faut aussi imaginer que il va falloir s'arrêter plus. Là, on a essayé de concilier deux choses qui, à mon avis, étaient réconciliables. Et donc, avant même le départ de la course, c'était perdu. Il y avait comme une sorte de, tu sais, de péché originel là, dans la stratégie de chez Red Bull et de Max Verstappen. Et Mercedes en a parfaitement profité. Et Lewis Hamilton a un petit peu créé une polémique, on va dire, en parlant de cet aileron arrière que Red Bull a installé sur la voiture uniquement pour le vendredi, qu'ils ont démonté ensuite. Et Hamilton a dit il est flexible cet aileron et en posant en creux la question de sa légalité. Et chez Mercedes, on a fait les calculs, cet aileron valait 3 dixièmes par tour quand même. Alors la peur maintenant de Mercedes, c'est que Red Bull ressorte de ses cartons cet aileron et l'utilise pour passer devant, tout simplement. Cet aileron, il existe. Et c'est la petite botte secrète. Alors, je ne sais pas si ça sera le cas à Monaco, c'est tellement spécial, mais sur le Grand Prix suivant. Donc, il a un petit peu peur de ça. Et Horner a dit, mais nous, notre voiture, elle est épluchée là, de A à Z par les commissaires fédéraux de la FIA à chaque Grand Prix. Et on peut vous dire une chose, c'est que cet aileron est réglementaire. Donc là, maintenant, Mercedes sent que Red Bull peut reprendre la main là-dessus. Et d'un point de vue stratégique, c'est vrai, Gilles, tu dis que Red Bull était dans une situation un petit peu, s'est mis le dos au mur avec une seule solution. Et c'est tellement vrai qu'il n'avait qu'un seul pneu médium à passer pour le deuxième relais pour Verstappen en course, alors que Mercedes avait fondé toute sa stratégie là-dessus en pensant effectivement faire un deuxième et un troisième relais avec les pneus tendres. Alors, on a vu un petit indice en Q1.
Mercedes avait été la seule équipe à passer des pneus médiums pour passer en Q3, en Q2, pardon. Ça veut dire qu'ils étaient déjà à l'aise avec ces pneus-là et on sentait qu'en fait, ils étaient à l'aise avec les tendres et avec les médiums. Et ça s'est vu. Et là où, pour moi, il y a une erreur, quelque part, en termes d'approche, c'est que dans son pack, Verstappen n'avait qu'un médium. Alors, il avait des pneus tendres, il en avait. Alors là, tout ce qu'il voulait, mais ce n'était pas la question. Imagine, Gilles, je regarde, Verstappen est rentré au 25e tour pour passer des pneus tendres et pour des pneus médiums, pardon, et pour finir, parce que c'était ça le but apparemment. Mais s'il crève au bout de 3 ou 4 tours, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, mais il est obligé de prendre des tendres. Et là, il ne peut pas finir la course entièrement parce qu'il a une quarantaine de tours à faire. Donc, il est obligé de repasser par les stands. Et ça lui coûte, ça lui saccage sa course. Donc, je n'ai pas compris comment est-ce qu'il n'avait pas en backup un deuxième train de pneus médiums que Lewis Hamilton avait. Même si c'était des pneus usés, mais sur son premier relais en médium, il a passé des 9 et c'est comme ça qu'il a commencé à mettre la pression. Et je dirais que Red Bull, là-dessus, ils étaient pendus, ils n'avaient aucun joker là-dessus, ils étaient à découvert et je n'ai pas compris comment est-ce que Red Bull en est arrivé là. En fait, il n'avait pas de solution, c'était un petit peu étrange et Verstappen, sa seule solution, s'il voulait passer les tentes, c'est s'arrêter très tard, c'est ce qu'il faisait et c'est comme ça qu'il a en plus perdu la course. Mais alors, il y a aussi un autre point, c'est que effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y avait plus d'autres solutions et que finalement, c'était facile à lire chez les adversaires ce qu'allait faire Max Verstappen. Le problème, on aurait pu éventuellement passer plutôt un deuxième train de pneus tendres pour Max Verstappen, à condition finalement d'avoir un coéquipier plus proche que cela. Si Sergio Pérez avait été à moins de 20 secondes de Lewis Hamilton, il aurait lui-même empêché Hamilton de faire un deuxième arrêt au stand parce que ça voulait dire prendre le risque de repartir derrière le Mexicain avec la possibilité de perdre du temps en le dépassant. Donc c'était prendre un risque que peut-être Mercedes n'aurait pas voulu prendre. Mais Pérez, il était déjà trop loin. Et c'est l'autre problème de Max Verstappen et de Red Bull en général, c'est que Max Verstappen, tu disais, il était toujours au milieu des Mercedes et il est toujours seul au milieu des Mercedes et ça empêche Toto Wolff enfin, ça permet à Toto Wolff et à ses stratèges d'avoir finalement des solutions qu'ils ne pourraient pas envisager s'il y avait une deuxième Red Bull dans le jeu. Et finalement, ça facilite le jeu de Mercedes, qui pourtant n'a pas été parfait non plus sur le point de vue stratégique, parce qu'on a ramené un point bonus du meilleur chrono, Stéphane, du meilleur temps en course pour Max Verstappen. Et il y a eu un petit loupé là chez Mercedes. On Ouais, aurait pu les en priver. il y a eu un petit fail. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le lis. Après, on aura peut-être d'autres explications, mais ce point du meilleur tour en course qu'a ramené Verstappen, qui sera peut-être important à la fin du championnat, il a été offert sur un plateau d'argent, vraiment, par Mercedes. Mercedes n'était pas obligé de faire rentrer Bottas en fin de course, rentrer au stand. Bottas contrôlait Leclerc à la 3e place et pourtant, ils l'ont fait rentrer. Alors, le problème, c'est que ça a ouvert une fenêtre de tir à Verstappen qui s'est engouffré, puisque Bottas était à 27 secondes de Verstappen quand il est rentré. Donc, une fois que Verstappen s'est fait doubler par Hamilton, il s'est dit, mais je vais rentrer, je vais prendre des pneus tendres et je vais faire le meilleur tour en course. Point barre. Alors, Bottas, il prend des pneus tendres, il ne finit pas avec le meilleur tour en course, c'est quand même assez gênant. Il est quand même là pour essayer de battre, de prendre quelque chose à Verstappen. Et là où je te dis que, en fait, Mercedes s'est trompé, c'est qu'il n'était pas obligé de le faire rentrer, parce que s'il ne le faisait pas rentrer, après s'être fait dépasser par Hamilton, Verstappen rentre au stand, mais il ressort derrière Bottas. Il ressort 7 secondes derrière Bottas. Et il ne reste plus que 6 tours pour leur dépasser. Et là, Bottas ne s'était pas arrêté. Voilà, c'est ça. Si Bottas ne s'était pas arrêté. Ça veut dire qu'il y avait dans la balance un point du meilleur tour en course et les 18 points de la 2e place. Et à ce petit jeu-là, Red Bull n'y serait pas allé. Et en fait, Hamilton aura gardé le meilleur tour en course. Voilà, donc on va dire, alors on se creuse, mais c'est peut-être effectivement le seul point où Mercedes a commis une erreur, mais dans l'ensemble, évidemment, c'est Red Bull qui a réussi donc à perdre ce Grand Prix, alors que, voilà, après le départ, Verstappen en tête,
On se dit et connaissant les statistiques, on se dit, bon, ben voilà, ça y est, le moment décisif est passé. Et non, et comme quoi, Red Bull a encore un petit peu de travail. On a le sentiment qu'ils n'arrivent plus à retrouver l'intuition qu'ils avaient à l'époque Vettel, euh, alors que là, pour le coup, Verstappen leur donne vraiment tous les gages, parce que alors là, lui a vraiment fait une course du point de vue du pilotage absolument, absolument irréprochable. Et il faudra faire encore un peu mieux pour essayer de s'imposer, et notamment du côté de Monaco. Alors, on est reparti, nous, de ce Grand Prix d'Espagne, ou en tout cas, on a fini sur ce Grand Prix d'Espagne un petit peu déçu pour le clan tricolore, dans lequel on inclut l'équipe alpine, Esteban Ocon et Fernando Alonso, et puis évidemment Pierre Gasly chez AlphaTauri. D'abord, on va s'intéresser au cas de Alpine avec les deux voitures en Q3. Esteban Ocon 5e sur la grille, Fernando Alonso 10e. Magnifique, on se dit que après Portimao, on avait dit, hein, Stéphane, que vraiment ça décollait du côté de chez Alpine. Et puis là, déception. Esteban Ocon termine 9e avec dans ses échappements Pierre Gasly. Fernando Alonso a perdu complètement pied sur la deuxième moitié de course et termine à la 17e position. Et là aussi, encore une fois, sans vouloir jouer les ingénieurs du lundi ou du mardi, on a quand même le sentiment que l'option prise par l'équipe Alpine euh, de faire une stratégie à un seul arrêt, et là pour les deux voitures, c'était pas la bonne. Gros fail de la part d'Alpine qui a en fait opté pour la même stratégie sur ces deux voitures, donc il s'est loupé sur ces deux voitures. Et il n'y en a qu'un seul qui a fait ça aussi, qui a fait une stratégie à un seul arrêt, c'est Raikkonen qui a fini 12e, ce qui est En correct. partant 17e, alors que lui, il a réussi Voilà. à bonifier cette stratégie, alors que Alpine a mis ses deux voitures sur la même stratégie et a perdu du terrain sur les deux. Ouais, donc c'est devenu l'habitude de Raikkonen, quand il part comme ça en fond de grille, de faire quelque chose de complètement décalé, d'inattendu. Et si les circonstances un peu surprennent ceux qui sont devant, ben lui, il en profite tout de suite. Mais là-dessus, quelque part, c'est un mystère pour moi, je ne comprends pas bien. Les voitures font 4e et 5e en libre 2. On dit ça y est, c'est reparti, c'est génial, ils vont encore franchir un cap. Le samedi, confirmation. Ocon, 5e sur la grille. Il n'avait pas fait ça depuis le deuxième Grand Prix de l'année dernière en Styrie. Donc, génial, bravo. Et là, on dit ça y est, ça va le faire. Mais on a encore appris que du samedi au dimanche, il y a tout un monde. Mais l'interrogation, vraiment, c'est comment en ont-ils conclu qu'ils pouvaient s'arrêter qu'une seule fois, alors que tout le monde parlait le samedi soir d'une stratégie à deux arrêts. C'était clair pour tout le monde, et Hamilton en premier. Alors, quand tu veux être une écurie de pointe, quand tu veux lutter contre McLaren, contre Ferrari, quand tu veux les chatouiller, tu ne te retrouves pas hors sujet comme ça. Moi, ça m'a quand même assez surpris. Et là, aujourd'hui, je me dis, Alpine n'était pas au niveau d'Ocon sur ce Grand Prix. Oui, c'est ça, hein. Alors, c'est un peu, c'est dit un petit peu de manière sévère, mais Ocon était à son diapason, Alpine n'était pas à son diapason. ouais, c'est ça, c'est qu'Esteban Ocon, on le sent, hein, vraiment prendre de plus en plus d'épaisseur. Et d'ailleurs, même Fernando Alonso le reconnaît. Pour l'instant, le Français, il a terminé systématiquement devant l'Espagnol. Il fait des choses très, très intéressantes. Mais là, pour le coup, l'équipe a été un petit peu en retrait. Alors, est-ce qu'il faut mettre ça aussi? Tu as parlé du samedi et du dimanche. Il y a eu aussi un gros changement, alors qui ne se voit pas à la télé, c'est la météo. 10 degrés de moins le dimanche par rapport au samedi. Ça affecte forcément la voiture. Alors vous allez me dire, et je suis totalement d'accord avec vous, ça affecte les 20 voitures sur la grille de départ, pas seulement les deux Alpines. Oui, ça c'est vrai, sauf que ça peut parfois toucher un peu plus une auto qu'une autre, la façon dont elle travaille sur ses pneumatiques. Force est de croire que malgré tout, ça a plutôt joué à la défaveur de chez Alpine. Bon, voilà, on espère que c'est un accident. Ce qui est vraiment rageant, c'est qu'à Portimao, il y avait deux stratégies différentes et ils avaient réussi à bonifier deux stratégies différentes sur les deux voitures. Là, il y avait une stratégie et elle s'est écroulée pour les deux autos. Bon, voilà, il faut en tirer le bénéfice. Les dégâts, Stéphane, c'est que du coup,
cette lutte pour la troisième place au classement des constructeurs, elle se resserre entre McLaren et Ferrari, qui a fait un très beau week-end, 65 points pour McLaren, 60 désormais pour Ferrari, et Alpine est avec 15 points, 45 points de retard sur Ferrari, quatrième. Faut plus perdre de temps maintenant. Faut plus perdre de temps et il faut profiter d'Ocon. Franchement, Ocon qui est pour la première fois après 4 Grands Prix, alors c'était peut-être aussi vrai après 3 Grands Prix, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais après 4 Grands Prix, c'est la première fois qu'il est au classement du championnat devant son coéquipier. Et nettement, on va dire, parce qu'il n'y a pas match pour l'instant, ça veut dire qu'il est vraiment l'homme de référence, il a pris la main, là, ça y est. On peut dire au bout de 4 Grands Prix que Ocon est le leader chez Alpine. Alonso en a tout à fait conscience. Alonso sait qu'il doit hausser son niveau de pilotage en qualif. Et Ocon, il a dit des choses très, très simples. Il a dit, moi, en fait, on a changé mon staff cet hiver. Il avait Mark Slade avant comme ingénieur principal sur sa voiture, qui est l'ancien ingénieur historique de Mika Hakkinen et surtout de Kimi Räikkönen. Et le courant passait pas très bien. Il a récupéré son premier ingénieur qu'il avait eu chez Manor, Josh Peckett, et il a pris aussi en deuxième ingénieur, l'ingénieur performant, celui qui décortique vraiment la télémétrie, qui va chercher les derniers millièmes. Il a aussi pris Stuart Barlow, qui était avec lui en 2016 quand il a débuté dans cette petite écurie britannique. Et ça se met bien en place. Il a dit le courant passe bien. Et surtout, en fait, quand je rentre au stand et que je fais un débrief et que je donne les explications, on comprend tout de suite. Et son ingénieur est capable d'impacter tout de suite le setup pour repartir très, très vite. Je rappelle une chose, on n'a qu'une heure d'essai le vendredi matin et le vendredi après-midi, ça compte beaucoup. Quand tu dois passer des pièces, quand tu dois les valider, c'est compliqué. Alpine a mis des pièces en route à Imola. Ils ont eu la confirmation que ces pièces fonctionnaient bien. Ils ont fini de les comprendre, je dirais, à Portimao. Et là, ils étaient au top de cette compréhension à Montmelo. Ça compte beaucoup. Donc, il y a une sorte de cercle vertueux autour d'Esteban Ocon qui se dessine. Il faut en profiter, tout simplement. Et Ocon a dit, j'étais pas loin aussi de lutter avec Norris, qui termine 8e. Bon, Norris, c'est McLaren, c'était l'ancien numéro 3 mondial, c'est quand même pas rien. Donc tout ça, c'est quand même bien. Il va falloir faire fructifier ça. On sait que le prochain rendez-vous, Monaco, c'est un petit peu spécial, mais quand on reviendra sur des circuits normaux, il faut retrouver ça maintenant sur des bases régulières du samedi au dimanche. Ouais, il faudra effectivement essayer de relancer la machine. Alors, on s'est intéressé aussi à une statistique, c'est le nombre de places gagnées justement au premier tour. Tu l'as évoqué un petit peu plus tôt dans cette émission à propos de Max Verstappen. Alors là, pour le coup, chez Alpine, il va falloir travailler un petit peu parce que Esteban Ocon a perdu 6 places sur le premier tour. Et d'ailleurs, il en a encore perdu 2, je crois, ce week-end. Voilà, sous l'ensemble des 4 premiers Grands Prix. Fernando Alonso en a perdu 4. Oui, c'est sur l'ensemble des 4 premiers Grands Prix. Et puisqu'on parlait du clan des tricolores, Pierre Gasly, lui, en a perdu 2. Et puis Tsunoda en a perdu 3. Ça va nous permettre de passer à Pierre Gasly. Alors lui qui a commencé ce Grand Prix en écopant d'une pénalité parce qu'il s'est mal placé sur la grille de départ. Il était un petit peu trop en avant. Il a donc pris une pénalité de 5 secondes pour cette erreur. Et il finit donc à la 10e place dans les roues de Esteban Ocon. On a le sentiment vraiment que Pierre Gasly en ce moment est sous les radars, alors qu'on avait dit en début de saison que voilà, c'était un vainqueur de Grand Prix et qu'il fallait maintenant montrer tout ce dont il est capable, parce qu'on sait qu'il a un talent absolument énorme. Et là, c'est compliqué. Après les 4 premiers Grands Prix, Pierre Gasly, il n'a que 8 points et c'est le moins bon début de saison pour le Normand. Il en avait collecté 12 en 2018 chez Toro Rosso. Il en avait collecté 13 chez Red Bull. Ensuite, il était repassé chez Toro Rosso, qui est ensuite devenu AlphaTauri. 12 points l'année dernière après les 4 premiers Grands Prix. Et là, 8, ça tombe mal. C'est vraiment le mauvais moment là pour retomber un petit peu en termes de statistiques. Oui, et pour parler de ces statistiques, c'est vrai qu'on a sorti ces stats de Red Bull sur le premier tour. Donc Verstappen qui avait gagné 3 positions depuis le début de la saison, Perez qui était resté constant.
on sait en fait que le moteur Honda est particulièrement bon sur les démarrages, mais là, en fait, ça ne se voit pas cette année chez AlphaTauri. Et on a aussi pu préciser cette statistique de Tsunoda qui a perdu 3 places pour bien montrer que chez AlphaTauri, les résultats sont complètement différents avec le même moteur et avec le train arrière de la Red Bull de 2019. Donc, il y a quelque chose en termes d'exploitation qui ne convient pas. J'en viens sur ce départ. Effectivement, ce loupé quand même énorme de Pierre Gasly. Ce qui m'embête un petit peu pour Pierre Gasly, c'est qu'on n'imagine pas Max Verstappen ou Lewis Hamilton se tromper sur l'emplacement de la grille de départ. Et c'est ça qui est un petit peu gênant. Et Monaco arrive. C'est la silly season, ce qu'on appelle dans le terme anglais, qui veut dire que c'est la saison de toutes les rumeurs, un peu folle, où tout le monde discute avec tout le monde. Donc, en tous les cas, on prend contact, on pousse un petit peu plus pour avancer ses pions et les managers veulent placer leur pilote dans une bonne écurie l'an prochain et on connaît l'enjeu. Pour Pierre Gasly, tu as dit qu'il était sous les radars et c'est ça qui est un petit peu gênant. Il a besoin de consolider ce statut de pilier d'une écurie. Alors, ce qui est vrai chez AlphaTauri, il a taxé 4 fois Tsunoda en qualification, il n'y a pas match. En course non plus, il n'y a pas match, mais il faut plus que ça et il faut éviter des erreurs comme ça. Ouais, exactement. Alors après, sur le fond, il termine donc 10e, euh, juste derrière Esteban Ocon. Il aurait pu finir devant sans cette faute, mais après, Norris qui termine 8e est à 14 secondes. Donc, quoi qu'il arrive, ça n'aurait pas changé, ça n'aurait pas transformé la course de Pierre Gasly. Mais cette erreur, qu'il l'a reconnue, hein, d'ailleurs, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, je pense que c'est quand même le symptôme que cette équipe, cette équipe AlphaTauri s'est peut-être vue un petit peu belle. On pensait que l'italienne allait jouer avec McLaren, avec Ferrari, avec Alpine dans ce milieu de peloton. Et c'était peut-être oublié que cette équipe, hein, qui était Minardi, qui était devenue Toro Rosso et qui maintenant est AlphaTauri, c'est une équipe qui fait des coups. Et on s'est peut-être trompé sur la capacité de cette équipe à devenir une équipe régulière. Et donc on retombe dans le cas de figure que l'on connaissait. C'était, si ça se trouve, prochain Grand Prix, donc c'est Monaco, si ça se trouve, Pierre Gasly gagne parce que la voiture sera bien et qu'il a le talent pour aller gagner. Et on sera ravis, évidemment, parce que c'est un mec qui est charmant et qui en plus a un vrai coup de volant. Mais voilà, peut-être qu'on les a vus un petit peu beaux, nos amis de chez AlphaTauri. Ce qui me gêne un petit peu, Gilles, pour compléter ton propos, c'est que surtout Pierre Gasly se retrouve tout seul chez AlphaTauri. L'année dernière, il y avait quand même match de temps en temps avec Dani Kivat qui avait fait des belles qualifs. Là, cette année, ce n'est pas du tout le cas avec Tsunoda. Et Tsunoda a fait une remarque ce week-end qui en disait long. Il a dit, mais en fait, quand on rentre pour faire un compte-rendu technique, c'est-à-dire donner les impressions, ça s'appelle le feedback hein, dans le langage, dans le jargon, mais en fait, je donne toujours des informations très différentes de Pierre et on ne peut pas avancer. Alors, il a dit ça entre guillemets, j'ai l'impression qu'on a deux voitures différentes. En tout cas, il ne reconnaît pas le fonctionnement de sa voiture. Et évidemment, on a deux voitures qui sont identiques, mais la mienne se comporte pas du tout de la même façon que décrit Pierre. Et ben, en fait, il est d'aucune aide à Pierre Gasly pour explorer des chemins de setup un petit peu différents, tenter des choses. Il a même perdu ses nerfs à plusieurs reprises hein, ce voilà. week-end. Exactement. Là, il commence un petit peu à s'énerver aussi. Alors, bon, il a présenté ses excuses, la pression est redescendue, mais indirectement, en bout de chaîne, la victime collatérale, un petit peu aussi, c'est Pierre Gasly parce qu'il est tout seul avec ses problèmes. Et s'il prend un risque en termes de réglage, qui explore quelque chose de nouveau, ben, il sait que ce n'est pas quelque chose qu'aura tenté Tsunoda, ou en tous les cas, qui leur a donné des conclusions pertinentes. Donc, ça ne lui servira à rien. Donc, il est un peu tout seul là. Il avance un petit peu en aveugle. Exactement. Voilà, donc c'est pas très rassurant, mais bon, on compte sur Pierre et sur cette équipe hein, pour nous donner, pour nous donner des raisons d'être heureux dans les prochaines semaines et les prochains mois. Un petit bonus, Stéphane, avant de mettre un terme à cette édition des Fous du Volant, tu sais que la Turquie risque d'être rayée du calendrier 2021 de la Formule 1. Alors, on parle d'autres destinations, notamment du Mugello. Et pourquoi pas faire un double header
du côté du Castellet. Alors, ce n'est pas possible pour la date initiale du Grand Prix de Turquie, qui est le 13 juin, parce qu'il y a un Grand Prix historique au Castellet. Mais par exemple, le 20 juin, eh ben, on pourrait très bien accueillir en France un premier Grand Prix de France 2021. Et puis le 27 juin, qui est la date pour l'instant fixée sur le calendrier, on en ferait un deuxième. Je te dis ça, pour l'instant, il n'y a pas eu de contact apparemment entre la FOM, donc les autorités de la Formule 1, et le GIP, qui est le groupement d'intérêt du Grand Prix de France. Public. Ouais. Voilà. Tout à Mais bon, fait. peut-être deux Grands Prix pour le On prix verra d'un. ça. Ça paraît un petit peu surprenant quand même si après, il y a de quoi faire différents circuits sur le Castellet, mais encore faut-il homologuer un tracé bien précis pour un autre Grand Prix, je dirais, avant le Grand Prix de France. Quelque part, je ne sais pas si c'est souhaitable non plus. Alors, je suis très ennuyé parce que, évidemment, on connaît pas mal de monde au Castellet, ça nous ferait plaisir. En même temps, si on peut retourner au Mugello, ça serait quand même pas mal parce que c'est une destination qui en Formule 1 est assez exceptionnelle, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ça avait été absolument réjouissant l'année dernière. On le savait, on le vivait tous les ans à travers la MotoGP. C'était absolument génial. Et c'est un circuit très alerte. Les pilotes en demandaient. C'est un pilote technique de pilotage vraiment élevé. Et puis très physique aussi. Ça a vraiment mis à mal tous les pilotes. C'est un circuit d'hommes, on va dire. Ouais, exactement. Bon, même s'il ne faut pas trop dire, faut pas trop employer ce genre Oui, d'expression, façon de mais parler. Bon, voilà. Mais, bien sûr. mais bon, on va voir ce que ça donne, mais ce qui paraît certain, en tout cas, c'est que le Grand Prix de Turquie, manifestement, ne devrait pas avoir lieu pour cette saison 2021. Et il faut bien chercher une destination de remplacement. Bon, toutes les autorités de la Formule 1 sont sur le coup et je pense qu'on vous en parlera lors du prochain numéro des Fous du Volant. Ça sera le prochain podcast. Ce podcast-là, il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, Acast, Apple Podcast. D'ailleurs, on salue nos amis qui nous regardent sur Apple Podcast parce que vous êtes très, très nombreux sur cette plateforme. Alors, allez, n'hésitez pas à donner nous 5 étoiles, abonnez-vous et comme ça, la prochaine fois qu'avec Stéphane, on produit un nouvel épisode des Fous du Volant, et ben vous le retrouverez directement sur votre smartphone. Je crois qu'on a tout dit et même plus, mon cher Stéphane. Je te propose maintenant de nous quitter. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, On on coupe le coupe le contact. contact. Salut.